Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. Sa Majesté le roi Mohamed VI gracie Hajar Ressoni, condamné à une peine de prison et qui fait toujours l'objet de poursuites judiciaires. Un communiqué du ministère de la Justice rendu public en fin d'après-midi précise que le souverain a également gracié le médecin ainsi que toute l'équipe médicale et le fiancé de Hajar Ressoni. C'est un phénomène de grande ampleur, le gaspillage alimentaire. Dans les pays de la région MENA, un tiers des ressources finissent à la poubelle. Pour sensibiliser les jeunes générations, des ateliers ont été organisés au Centre international Hassan II de formation à l'environnement arabe. Nous reviendrons également sur ce drame qui a secoué ce week-end le quartier Annecy à Casablanca. Les habitants tentent toujours de comprendre et de trouver des réponses pour ce qui s'est passé. Une enquête concernant la mère de famille qui aurait jeté ses 3 enfants depuis le toit de l'immeuble a été ouverte. C'est une exposition qui met en exergue 13 siècles d'histoire à travers un voyage dans le temps alliant l'art, l'archéologie, l'architecture et l'anthropologie. Trésor de l'islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar, c'est à découvrir à la fin de cette émission. Madame, Monsieur, bonsoir. Soulagement et joie également après la grâce que Sa Majesté Mohamed VI a accordée à Hajar Ressoni, Mohamed Jamal Belqziz et l'équipe médicale qui avait été condamnée notamment pour avortement illégal, consentement à se faire avorter pour autrui et rapport sexuel hors mariage. Un communiqué du ministère de la Justice rendu public en fin d'après-midi précise que le souverain a accordé sa grâce à Hajar Ressoni, condamné à une peine de prison et qui fait toujours l'objet de poursuites judiciaires. C'est un geste de compassion et de clémence reconnu à Sa Majesté Mohamed VI, lequel a accordé cette grâce dans un souci de préserver l'avenir des 2 fiancés qui comptaient fonder une famille conformément aux préceptes religieux et à la loi, précise toujours le communiqué, malgré l'erreur qu'ils auraient commise et qui a conduit à cette poursuite judiciaire. Fin de citation. Sa Majesté le roi, je vous le disais, a également gracié le médecin ainsi que toute l'équipe médicale et le fiancé de Hajar Ressoni. Je vous rappelle que le tribunal de première instance de Rabat a rendu lundi 30 septembre son verdict dans l'affaire Hajar Ressoni, qui avait été condamné à 1 année de prison ferme assortie d'une amende de 500 dirhams, un verdict qui avait soulevé l'indignation. Parlons à présent d'un phénomène de grande ampleur, le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, dans nos sociétés où tout est accessible et facilement et en grande quantité, ce gaspillage semble minime, mais à une plus grande échelle, les chiffres sont inquiétants. Si on prend l'exemple de la région MENA, un tiers des ressources alimentaires de la région finissent à la poubelle. Pour sensibiliser les jeunes générations, des ateliers ont été organisés au Centre international Hassan II de formation à l'environnement à Rabat. C'est un reportage de Mouloudi Zindine, le récit et de Mehdi Soufiane. Des ateliers pour apprendre aux plus jeunes à adopter les bonnes habitudes alimentaires. Ces exercices ludiques permettent de prendre conscience de l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Une action de sensibilisation organisée au Centre international Hassan II de formation à l'environnement. Sensibiliser à des enjeux aussi importants que, par exemple, le gaspillage alimentaire. Et nous avons mis à disposition des ressources pédagogiques interactives, digitales, des séances ludiques, sensorielles, où les petits du préscolaire et primaire, collège et lycée vont comprendre quelle est l'importance de vraiment d'avoir une alimentation saine. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour fêter cette journée mondiale de l'alimentation dans le cadre d'une sensibilisation des petits, des mamans, des moyens, des beaucoup plus grands sur le problème d'une alimentation saine. La journée mondiale de l'alimentation est initiée par les Nations Unies. Elle a pour thème cette année l'alimentation saine et durable pour mettre en garde contre les effets des mauvaises habitudes alimentaires. Aujourd'hui, au Maroc, il y a un taux d'obésité qui est quand même important, un taux de surpoids qui est quand même important, y compris chez les enfants. Donc il est important de sensibiliser les parents, la famille, mais aussi le milieu scolaire. À l'occasion de cette journée mondiale, les Nations Unies appellent également à prendre conscience de l'ampleur du gaspillage alimentaire. L'ONU estime que 14% de la nourriture mondiale est perdue après la récolte avant même d'atteindre l'étape de la vente. Ne pas gaspiller, trier ses déchets, équilibrer ses repas, et si ces notions s'apprenaient dans les cantines scolaires. Alors comment sont établis les programmes d'alimentation scolaire? Quelle est la qualité nutritionnelle des menus servis à l'école? Nous nous sommes penchés sur la question. C'est un reportage de Mohamed Chima et Izza Chakri.
C'est l'heure du repas de midi pour les élèves de cette école primaire. Au menu, salade de riz aux crudités et tagine de poulet aux pommes de terre. À la fois variés et équilibrés, les repas de cette cantine sont concoctés de façon à respecter les différentes recommandations relatives à la nutrition pour le plus grand plaisir des bambins, mais surtout de leurs parents. Il est primordial pour nous d'offrir aux élèves des repas diversifiés, équilibrés, mais aussi complémentaires. Pour ce faire, nous avons mis en place plusieurs menus mensuels avec des repas sains et variés. Les repas sont équilibrés, le menu que nous envoie l'école change toutes les semaines, la nourriture est saine. Selon les spécialistes, le repas du midi doit couvrir au moins 40% des besoins nutritionnels de l'enfant. Crudités, protéines, laitage et féculents, le repas doit lui apporter des éléments nutritionnels indispensables à sa croissance, sans pour autant être trop copieux afin d'éviter une somnolence ou une baisse de concentration. Un menu ou des menus équilibrés, c'est le plus important pour que l'enfant ait son apport surtout en vitamines C, les minéraux nécessaires pour la concentration pendant les cours, et aussi un apport de féculents, de sucres lents et aussi de protéines pour leurs besoins nutritionnels. Sauf qu'il faut éviter les repas copieux, surtout s'il s'agit du déjeuner, pour que l'enfant puisse se concentrer pour le cours de l'après-midi. La restauration scolaire joue également un rôle important dans l'éveil du goût chez les enfants et leur offre le moyen de mieux s'épanouir à travers ce qu'ils mangent. Nous ouvrons la page internationale avec le Liban qui pleure ses forêts réduites en cendres. Le pays fait face depuis lundi à des centaines d'incendies provoqués par une vague de chaleur. Les secours sont totalement débordés et les feux difficilement maîtrisables en raison des vents violents. Face à cette situation, écoles et universités ont été fermées. Les autorités ont demandé l'aide de pays voisins. Le point avec Mehdi Soufiane. Les efforts se poursuivent pour venir à bout des flammes. Les feux se propagent toujours dans certaines régions du Liban en raison de vents violents. La protection civile et l'armée sont mobilisées. Depuis lundi, plus de 100 incendies se sont déclarés. Cela fait 3 jours que les incendies se propagent. Des surfaces boisées importantes ont été dévastées. La presse et la classe politique du Liban décrivent une véritable catastrophe écologique au pays du Cèdre. Des dégâts ont également été constatés dans des zones résidentielles. Dans la région du Chouf, plusieurs bâtiments ont été touchés. Nous devons établir avec précision l'étendue des dégâts. Nous ne savons pas si ces bâtiments seront rénovés ou détruits. Le Liban a appelé la communauté internationale à l'aide face à ces incendies qui ont fait 1 mort dans le sud du pays. Direction l'Espagne où 51 personnes ont été arrêtées en Catalogne après les violences hier soir lors de manifestations contre la condamnation de dirigeants indépendantistes. De nouveaux rassemblements sont prévus ce soir, notamment à Barcelone. Les développements avec Mamadou Diaye. Il aura fallu déployer les gros moyens pour faire face à la colère des manifestants. Ces scènes de violence se sont poursuivies au 2e jour après la condamnation de 9 dirigeants séparatistes catalans, des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour leur rôle dans la tenue du référendum de 2017. Un scrutin d'autodétermination visant l'indépendance de la Catalogne. Notre gouvernement a été élu à travers les urnes et il avait un programme qui prévoyait la tenue d'un référendum. Les dirigeants condamnés n'ont fait que tenir leurs promesses. Pablo Casado, leader du Parti populaire, principal parti d'opposition, ouvre le bal des séries de rencontres des partis politiques avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Tous s'accordent sur l'urgence de rétablir l'ordre. Le président du Parti populaire réclame pour sa part des mesures exceptionnelles. Et je crois aussi que le parquet doit agir maintenant contre le comité séparatiste catalan et contre le tsunami démocratique pour les crimes contre l'ordre public et les attaques contre les autorités. Les manifestants entendent poursuivre la mobilisation à travers une grève générale décrétée ce vendredi. En réponse à ces heurts, le gouvernement espagnol pourrait suspendre l'autonomie de la région. En Algérie, le général-major Ahmed Gaïd Salah menace et accuse les manifestants d'être payés par de l'argent sale. Le chef d'état-major de l'armée actuel, homme fort du pays, qui a publié un communiqué, accuse, je cite, des parties insidieuses qui utilisent de l'argent sale versé par des entités inconnues ayant des objectifs malveillants afin de grossir le nombre des manifestants en ramenant les citoyens d'autres wilayas. Fin de citation. Des rassemblements contre la présidentielle que le pouvoir algérien
envisage d'organiser le 12 décembre, mais que rejette toujours la contestation. Et pour commenter la situation en Algérie, avec nous sur le plateau, notre expert en relations internationales, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter cette nouvelle sortie du chef d'état-major de l'armée ? Je pense que cette nouvelle sortie vient en réponse aux nouveaux slogans et surtout les posters qui ont été levés dernièrement et récemment. Certes, dans les débuts des manifestations, on a essayé de laisser très très loin monsieur le général Gaïd Saleh. On n'a pas trop touché à l'armée, mais dernièrement, beaucoup de posters, beaucoup de slogans déclarent clairement qu'il faut que ce système dégage. Il y a eu des photos à l'effigie du général Gaïd Saleh. On a levé des cartons rouges devant lui et surtout c'est en réponse à sa déclaration et le fait qu'il veut maintenir le fait de mettre en place les élections du 12 décembre. La société algérienne et principalement les gens du Hirak refusent catégoriquement ce fait, refusent ce passage en force et demandent qu'il y ait des institutions indépendantes et afin de ne pas reconduire le système du moment que cette institution qui va gérer les élections a été créée hors consensus national et il est sûr et certain qu'elle va reconduire le même système que les Algériens refusent aujourd'hui. Je pense que le système en place et l'establishment en place a commencé à perdre patience du moment qu'on parle d'un ennemi invisible, d'argent sale et il suffit de voir la presse. D'ailleurs, j'ai scruté la presse algérienne ce matin, il suffit de voir cette presse parfois même celles qui étaient plus ou moins très proches du pouvoir. Les photos dans ces journaux-là démontrent très très bien que ces slogans, tous les posters qui sont levés, effectivement ils ont été payés par le peuple algérien, mais c'est surtout pour avoir beaucoup plus de liberté et c'est ce qu'on trouve dans l'ensemble des critiques et surtout sur la toile et sur les réseaux sociaux des Algériens. Alors pour tenter de sortir de la crise actuelle, il y a une nouvelle initiative de dialogue qui a été lancée. Elle intervient à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Quel impact pourrait avoir cette démarche sur un processus électoral qui est déjà engagé ? Oui, effectivement, et surtout c'est que parmi ces 20 personnes, il y a des personnalités très respectées en Algérie et surtout aussi sur le plan international comme Talb Ibrahimi, Ben Bitour, Rabhi et autres. D'ailleurs, l'appel de ces personnalités est un appel à la raison, est un appel au dialogue et implicitement ou clairement, tout dépend de comment on a lu et on va lire cet appel, il y a quand même une déclaration tout à fait claire comme quoi il faut reporter ces élections et surtout ne pas faire ce passage en force et commencer par un dialogue serein avec les Algériens afin d'aboutir à des élections et surtout ne pas se fier à ces instances corrompues comme bien sûr le peuple le comprend très très bien, afin de dépasser cette situation difficile. D'ailleurs, la situation elle est difficile. Il paraît que du moment que si le pouvoir continue à s'entêter, les choses vont pouvoir peut-être exploser de manière à ce que d'ailleurs personne n'aimerait que les choses s'enlissent en Algérie. L'appel est un appel de raison et mais le problème c'est que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si le pouvoir en place va entendre raison et revenir à la raison et surtout discuter avec la rue et surtout que la rue en place et il y a des personnalités qui sont prêtes à être les médiateurs afin de trouver une solution politiquement négociée et acceptée par tous. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. À l'international, toujours, Recep Tayyip Erdogan qui reste de marbre face aux appels au cessez-le-feu. Le président turc rejette catégoriquement la proposition américaine d'intervenir pour un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie, région où la Turquie a lancé il y a une semaine une offensive militaire visant les forces kurdes. Depuis le début de cette opération, les pays européens appellent Ankara à cesser immédiatement le conflit. Plusieurs pays, parmi lesquels le Royaume-Uni, la France ou encore l'Allemagne, ont annoncé qu'il suspendait l'envoi d'armes en Turquie. Retour à l'actualité nationale avec ce communiqué de l'Office national des chemins de fer qui a annoncé la reprise du trafic sur l'axe Marrakech-Casablanca. En effet, hier, le train Al-Atlas numéro 610 est sorti de ses rails à proximité de la gare de Bouskoura. L'Office indique que les travaux pour la reprise du trafic sur cet axe ont duré toute la nuit et se sont poursuivis jusqu'à midi, heure de rétablissement du trafic.
Je vous le disais en titre, c'est un véritable drame qui a secoué ce week-end le quartier NSI à Casablanca. Les habitants tentent toujours de trouver des réponses et de comprendre ce qui s'est passé. Une enquête concernant la mère de famille qui aurait jeté ses 3 enfants depuis le toit de l'immeuble a été ouverte. Hassan Lehmadi a tenté de revenir sur les faits et les causes qui ont poussé cette jeune femme à commettre l'impossible. Ce sont des images de Youssef El Ghazi, le commentaire, et de Salima Benabou. Les habitants du quartier NSI sont toujours dans l'incompréhension, 5 jours après le drame. Ils se demandent comment leur voisine, une vingtenaire mère de famille, a priori sans histoire, a pu jeter depuis le toit de leur résidence ses 3 enfants de 1, 6 et 8 ans. Seule la jeune femme détient les réponses, seule elle pourra nous dire ce qui s'est véritablement passé et pourquoi est-ce qu'elle est passée là. Je ne comprends pas, c'est une dame très gentille, respectueuse, son époux l'est également. Pour certains, un tel acte cacherait une fragilité mentale, une probabilité immédiatement réfutée par son époux. Encore sous le choc, il a refusé notre demande d'interview. Étant donné que l'enquête est encore ouverte, les 2 psychologues que nous avons contactés ont préféré rester prudents. Il se pourrait que cette femme souffre de dépression, je dis bien il se pourrait, les troubles psychologiques ne sont pas forcément visibles, certains intériorisent beaucoup et ne laissent rien transparaître, de nombreux troubles passent quasi inaperçus, je pense que c'est le cas de cette mère de famille. La personne peut être dans une précarité telle que du jour au lendemain, elle perd le contrôle. De surcroît, lorsqu'elle n'a ni l'envie, ni les capacités d'exprimer ses émotions, ses idées, ses sentiments. L'état de santé de l'aîné et du cadet est stable, d'après les médecins. Le petit dernier, âgé de 1 an, souffrirait de lésions cérébrales. Une expertise médicale pour évaluer la santé mentale de la jeune femme a d'ores et déjà été demandée. Troubles psychologiques ou tentative d'assassinat, l'enquête le dira. C'est une rencontre qui a réuni 500 participants issus d'une quarantaine de pays particulièrement africains. La ville de Fès a abrité le premier symposium régional des juges africaines. L'événement a pour objectif de créer des passerelles d'échange et de consultation. Les participants ont salué l'expérience du royaume dans le domaine. Au Maroc, 25% des juges sont des femmes. Reportage Ala Eddin Lahmini et Sarah Jabri. Valoriser l'image de la femme juge et promouvoir ses droits, c'est dans cette perspective que s'est tenu à Fès le premier symposium régional des juges africaines. Un événement qui se veut être une plateforme continentale pour un échange de compétences et d'expériences. En organisant cette rencontre, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire réitère le rôle essentiel que joue la femme dans la cartographie judiciaire. Nous préconisons d'ailleurs la création de passerelles d'échange et de consultation à travers cet événement. Autour de la table et dans l'assistance, plus de 500 participants représentant une quarantaine de pays d'Afrique. Ensemble, ils ont exploré les dimensions professionnelles et sociales des juges africaines, ainsi que l'expérience marocaine pionnière en Afrique et dans le monde arabe. Au Maroc, les femmes juges ont pu accéder à des postes de responsabilité. Elles ont d'ailleurs toutes les qualités nécessaires pour assumer toutes les responsabilités au sein du système judiciaire national. J'irai partager mon expérience acquise ici avec d'autres collègues juges parce que chez nous c'est pas encore très développé, mais je crois que je vais sortir ici avec un beau bagage pour sensibiliser, pour créer d'autres associations de femmes juges africaines, surtout dans mon pays et surtout dans le pays des Grands Lacs. Il s'agit de la première fois que des femmes juges de tout le continent se réunissent dans le cadre d'un colloque d'envergure pour un modèle africain de justice équitable. Nous terminons cette édition avec une exposition qui met en exergue 13 siècles d'histoire à travers un voyage dans le temps alliant l'art, l'archéologie, l'architecture et l'anthropologie dont témoignent plus de 250 œuvres d'art patrimoniales et contemporaines. Trésor de l'islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar, c'est à découvrir dans 3 espaces culturels de la capitale, au musée Mohamed VI d'art contemporain, dans les galeries Bab el-Rouah et Bab el-Kbir. Reportage Maryam Amellal et Mustafa Saïdouni, le récit est de Samia Hass. Une exposition qui remonte le cours de l'histoire. 13 siècles de voyage dans le temps, sur la route de l'art, de l'archéologie, de l'architecture et l'ethnographie. 250 œuvres construites autour des liens étroits tissés entre le monde arabo-musulman et l'Afrique subsaharienne. Trésor de l'islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar, a d'abord transité à l'Institut du monde arabe en 2017. Et un
L'exposition qu'on a présentée donc il y a 3 ans à Paris et qu'on a totalement repensée pour le Maroc parce qu'il est extrêmement important de pouvoir proposer une autre exposition au public marocain et qui aussi montre et met en avant vraiment le rôle central du Maroc dans ces échanges culturels. L'exposition s'étale sur 3 axes, les chemins de l'islam, les gestes du sacré et les arts de l'islam au sud du Sahara. Le visiteur est ensuite plongé dans un trésor de cultures diverses qui s'exprime aussi bien dans l'artisanat que dans les bijoux. L'exposition traverse les périodes qui vont du 8e au 20e siècle. Il y a également des œuvres artistiques picturales contemporaines. Et pour mieux comprendre le présent de l'Afrique, il faut en étudier l'histoire. Un cycle de conférences est organisé dans ce sens par l'Académie du Royaume, déployée au musée Mohamed VI, à la galerie Bab el-Rouah et Bab el-Kbir, 3 espaces emblématiques de la capitale. L'exposition se présente comme une promenade dans l'espace et le temps. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Soulagement et joie également après la grâce que Sa Majesté Mohamed VI a accordée à Hajar Rissouni, Mohamed Jamal Belqziz et l'équipe médicale qui avait été condamnée notamment pour avortement illégal, consentement à se faire avorter par autrui et rapport sexuel hors mariage. Un communiqué du ministère de la Justice rendu public en fin d'après-midi précise que le souverain a accordé sa grâce à Hajar Rissouni, condamné à une peine de prison et qui fait toujours l'objet de poursuites judiciaires. C'est un geste de compassion et de clémence reconnu à Sa Majesté Mohamed VI, lequel a accordé cette grâce dans un souci de préserver l'avenir des 2 fiancés qui comptaient fonder une famille conformément aux préceptes religieux et à la loi, précise toujours le communiqué, malgré l'erreur qu'ils auraient commise et qui a conduit à cette poursuite judiciaire. Fin de citation. Sa Majesté le Roi, je vous le disais, a également gracié le médecin ainsi que toute l'équipe médicale et le fiancé de Hajar Rissouni. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.